Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous à la Cité du Vin. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir cette conférence des Vendanges du Savoir. Ravis également d'accueillir Sophie Trouvelot qui nous vient de l'Université de Bourgogne. Alors les Vendanges du Savoir, c'est un événement que nous accueillons régulièrement à la Cité du Vin, un cycle de conférences, de rencontres, de diffusion de la culture scientifique autour de la vigne et du vin. Alain Blanchard, qui est membre du comité de pilotage des Vendanges du Savoir, va vous présenter dans quelques minutes Sophie Trouvelot. Nous tenons à remercier donc évidemment les Vendanges du Savoir, donc l'Université de Bordeaux, l'Université de Bordeaux-Montagne et l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Et cette action scientifique est soutenue par la Fondation Bordeaux Université et Baron Philippe de Rothschild. Voilà, donc pour celles et ceux qui sont en ligne, vous pourrez également poser des questions, vous aussi en salle, après la rencontre, la conférence, vous aurez on fera circuler un micro-ballon, donc vous aurez la possibilité de poser vos questions, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont en ligne, ça se passe dans la partie Q&R de votre application Zoom, donc nous pourrons relayer les questions à Sophie Trouvelot. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne conférence et je laisse la parole donc à Alain Blanchard. Très bien, merci Mélanie. Donc avant de présenter Sophie, juste un petit mot supplémentaire sur les Vendanges du Savoir que vous connaissez bien, j'imagine. Vous pouvez trouver le programme on est présent en ligne sur différentes plateformes, donc vous n'aurez pas de mal à trouver le reste du programme, qui est aussi bien sûr relayé, on les remercie, par la Cité du Vin. Je crois qu'on a une diapo qui vous montre aussi, si ça veut bien tourner, une action qu'on devrait lancer bientôt. Voilà, ça c'est... À moins qu'il faut peut-être que je pilote aussi. Est-ce que ça marche? Voilà, ça marche, parfait. Voilà, donc en fait, on va avoir au mois de janvier, donc on fait la pub maintenant parce que, comme il y a les fêtes qui arrivent, tout ça, on va oublier. Les vendanges en ligne, donc c'est un cycle de conférences, comme son nom l'indique, qui est seulement en fait devant votre ordinateur, pas en présentiel. Et cette année, on a pris ça doit être l'actualité sans doute, un thème un petit peu polémique, puisqu'on va parler de vigne, vin et politique. Et avec, donc ça c'est le schéma général en fait des vendanges en ligne. On a différents regards en fait qui vont être portés sur cette thématique très large. Un anthropologue, Marion Desmossier, qui va parler. Voilà, il faut que je revienne un peu en arrière. Tac, voilà. Clémentine Chazal, et puis ensuite Nachidil Rouet, qui va nous parler, qui est une maître de conférence de l'Université de Bordeaux à l'ISVV. Donc vous voyez le programme. Et puis, je crois que la suivante, voilà, vous donne aussi en fait le programme à la Cité du Vin au mois de décembre, et que je ne vais pas commenter, mais vous le trouverez facilement sur le site. Voilà. Et je crois que voilà, c'est tout. Alors, je suis ravi en fait de vous présenter Sophie. Tu peux venir, oui. Sophie Trouvelot, qui est maître ou maîtresse de conférence, je ne sais pas comment on dit, à l'Institut universitaire de la vigne et du vin. Jules Guyot, en fait, ce sont nos camarades et collègues à Dijon, à l'université de Bourgogne. Et c'est une spécialiste en fait de l'immunité de la vigne. La vigne, comme tous les êtres vivants, a un système immunitaire dont on va parler. Et ce soir, en fait, on lui avait confié en fait un thème général sur lequel, bien sûr, elle travaille, sur lequel elle est une grande spécialiste en France, qui est en fait le microbiote de la vigne. Alors, le microbiote, vous en avez tous entendu parler. D'ailleurs, tu vas nous faire une petite définition. Chacun sa définition d'ailleurs du microbiote. On connaît bien le microbiote intestinal humain. On sait bien depuis le Covid, notamment, les effets que ça peut avoir néfastes ou au contraire protecteurs. Et bien en fait, dans les plantes aussi, en fait, il y a un microbiote. Et donc Sophie va nous parler de ça.
Sophie, en fait, a fait pas mal de travaux. Elle a porté, en fait, elle est co-animatrice en fait, de projets nationaux qui sont importants, notamment le projet Holoviti, qui a été financé par un plan qui s'appelle le Plan national de dépérissement du vignoble, qui est tout à fait sur la thématique de ce soir. Elle est aussi co-animatrice en fait, d'un réseau mixte technologique Bestim. Je ne sais pas si tu vas nous en parler sur les produits de stimulation des défenses, j'imagine, immunitaires de la vigne. Voilà, donc sans plus tarder, voilà, à toi la parole, Sophie, encore merci. Eh ben, merci Alain pour la présentation. Merci à toutes et tous d'être présents ce soir, aussi nombreux. Et puis, je tiens à remercier également chaleureusement tant la Cité du Vin que la cellule d'animation des Vendanges du Savoir de m'avoir invité ce soir à discuter avec vous du microbiote de la vigne et puis plus à même à échanger autour de cette thématique avec vous après. Alors, pour vous présenter un petit peu mes travaux de recherche, comme l'a dit Alain, je suis maître de conférence au sein de l'Institut universitaire de la vigne et du vin sur l'Université de Bourgogne. Et j'effectue mes travaux de recherche au niveau de l'UMR agroécologie sur le site INRAE de Dijon. J'ai longtemps travaillé sur les micro-organismes, d'abord du sol, qui interagissent avec les plantes. On en discutera un petit peu, la mycorhisation, par exemple, de la vigne durant mes études, qui datent déjà d'il y a un petit peu longtemps. Et puis ensuite, je suis venue pour travailler sur une autre problématique qui était plutôt la fusariose, qui n'est pas forcément une problématique sur vigne, mais dans laquelle on a des gros problèmes sur d'autres cultures. Et mon objectif était de travailler sur le pouvoir antagoniste de certaines souches de fusarium pour développer des stratégies de biocontrôle. Et puis, de fil en aiguille, je suis arrivée enfin sur le modèle vigne pour pouvoir travailler cette fois-ci sur l'immunité de la vigne. Et dans ce cadre-là, en fait, j'ai deux thématiques que je conduis un peu de front. La première, c'est de pouvoir améliorer nos connaissances dans la compréhension des dépérissements du vignoble. Et donc, dans ces problématiques qui peuvent être tant pathologiques que physiologiques, je traite plus spécifiquement de tout ce qui a lieu ou a trait à des maladies cryptogamiques de la vigne. Et dans ce cadre-là, je m'intéresse plus à même au microbiote et à l'holobionte, un gros mot dont on va parler tout à l'heure, pour avoir un petit peu un état des lieux du cortège microbien des micro-organismes, sans être uniquement focalisé sur les micro-organismes délétères qui sont responsables du coup des maladies observées à la vigne. Et puis dans un autre cas, c'est aussi comprendre comment on peut stimuler l'immunité de la vigne à travers l'usage de biosolutions, donc qui pourront pallier à des problématiques en particulier d'intrants phytosanitaires conventionnels pour réduire ces intrants et avoir des solutions plus naturelles et vertueuses pour l'environnement. Donc au niveau de ces biosolutions, on peut avoir soit des stimulateurs de défense des plantes, soit des biostimulants. Et donc, une partie de mes recherches vise à caractériser les effets de ces biosolutions pour améliorer l'immunité du végétal en conditions de production. Et donc, dans ce cadre-là, comme l'a dit Alain tout à l'heure, je co-anime un réseau mixte technologique qui s'appelle Bestim, qui traite de l'immunité agroécologique, donc comment on peut stimuler l'immunité du végétal dans un système agroécologique, quelles que soient les cultures. Et parmi ces cultures, évidemment, on a affaire à la viticulture. Alors, si on rentre un petit peu maintenant dans le vif du sujet sur le microbiote, ce microbiote, comme le disait Alain tout à l'heure, on a été confronté avec la crise Covid sur une partie de ce microbiote qui était un microbiote viral. Il est petit par la taille, mais finalement tellement grand par les fonctions qu'il peut remplir à l'échelle des organismes vivants. Quand on dit petit par la taille, c'est parce que si on regarde ce microbiote et les micro-organismes qui le composent, on va avoir affaire à une certaine diversité de micro-organismes
Vous avez ici cité les archées qu'on a longtemps confondues avec des bactéries, qui sont finalement en quelque sorte des bactéries sans noyau propre. Les bactéries à proprement parler, les champignons, qu'ils soient unis ou pluricellulaires, des protozoaires, par exemple des amibes, et des virus dont la taille de ces organismes va être finalement toute petite si on compare à notre taille humaine, mais qui va être assez proche finalement de la dimension d'une cellule humaine. Ce microbiote, tout a pris sens dans la manière de le voir, de le décortiquer par rapport à la santé humaine. Si on fait un petit peu une introduction sur cette santé humaine et ce microbiote, ce que l'on sait globalement dans les interactions hautes microbiotes, c'est qu'elles peuvent être de 3 grandes catégories possibles. La première, c'est qu'on peut avoir des interactions finalement assez neutres pour l'hôte, ici, qui va être en communication ou en collaboration avec ces micro-organismes. Dans ces interactions neutres, finalement, l'hôte n'est pas directement affecté. Il est colonisé, la niche écologique qu'il représente est colonisée par des micro-organismes, mais qui finalement ne vont pas avoir un impact délétère ou bénéfique sur son propre développement ou sa propre immunité. On peut avoir en revanche des interactions positives, donc qui sont des interactions mutualistes, où là, l'hôte va avoir des bénéfices à être colonisé par ce type de micro-organismes. Donc ce sont en quelque sorte les bons microbes. Si on est sur le bon, le mauvais et le truand, ben voilà, on est sur le bon. On va avoir aussi le mauvais. Dans ce cas-là, on est sur le dernier type d'interaction où, dans ce cadre, les micro-organismes qui vont pouvoir interagir avec l'hôte viennent vivre aux dépens de l'hôte. Et dans ce cadre-là, on va généralement avoir un processus infectieux, délétère, qui va conduire à l'expression d'une pathologie. Quand on étudie notre microbiote humain, on s'aperçoit qu'il va se développer et prendre naissance dès notre propre naissance. On voit de plus en plus que selon le type de naissance, qu'on ait affaire à une césarienne ou qu'on puisse naître par voie basse, il va y avoir une répercussion sur notre microbiote. En effet, quelqu'un qui va naître par césarienne va plutôt être infecté rapidement par le microbiote de la peau des sages-femmes qui vont être présentes pour l'accouchement, alors qu'un enfant qui va naître par voie basse va plutôt être colonisé directement par le microbiote de sa mère. Donc on voit que d'emblée, ce microbiote va se construire en fonction du type de naissance qui a lieu, puis il va se construire au fil des années, en particulier avec notre appréhension de notre environnement, ce avec quoi on rentre en contact, mais aussi avec ce que l'on va manger, ce qui va servir à nous nourrir. Et donc, dans ce cadre-là, on va également alimenter notre microbiote. Et donc, au fil des premières années de notre existence, ce microbiote va se construire, va avoir une diversité qui va augmenter, puis qui va se stabiliser. Il peut y avoir des fluctuations en fonction de l'environnement dans lequel on vit, du fait qu'on puisse prendre des antibiotiques, par exemple, ou autres. Et puis, on va avoir une certaine stabilisation de ce microbiote pour, au final, dans les dernières étapes de notre existence, avoir une dégradation de ce microbiote qui peut conduire également à une altération de notre fonctionnement et de notre immunité. Si on fait un petit peu un focus sur certains types de microbiotes. Alors, quand on parle du microbiote, finalement, ça n'a pas de sens. On parle des microbiotes, puisque si on regarde, nous, notre existence, on va avoir un microbiote cutané, on va avoir un microbiote buccal, on va avoir un microbiote intestinal, on va également avoir un microbiote sur nos parties reproductrices, vagin, poitrine, etc. Donc, on a plusieurs microbiotes, y compris pulmonaires, qui vont être différents. L'un des plus étudiés, c'est le microbiote intestinal. Je pense que vous avez tous vu des articles sur ce microbiote. Alors, ce microbiote intestinal, il est clé. Pourquoi ? Parce que
Premièrement, c'est le plus important du corps humain. Il faut se rendre compte qu'en moyenne, si on regarde, à l'état adulte, notre microbiote intestinal, il représente environ 1,5 kg de notre masse. Donc, c'est pas rien. Ce microbiote, il est très diversifié. Il va coloniser les différentes parties de notre intestin. Il va avoir une petite préférence pour se loger dans le côlon, où il va être extrêmement concentré. Mais il représente à lui seul environ 40 000 milliards de bactéries associées à des champignons plus des virus. Donc vous voyez qu'on a une densité de population qui est extrêmement importante, qui interagit avec les cellules humaines, et on a 10 fois plus de gènes associés à notre microbiote intestinal que de ce qu'il y a en termes de gènes au niveau du génome humain. Donc vous voyez que ça a une régulation aussi dans nos fonctions qui va être importante. Ce microbiote intestinal, il a des rôles clés. Il a un effet barrière contre les micro-organismes indésirables. Il peut avoir un effet stimulant pour les cellules immunitaires intestinales, renforcement des cellules intestinales et production de substances antimicrobiennes qui vont nous aider à lutter, par exemple, contre des bactéries infectieuses. Donc, dans ce microbiote, si on revient à notre idée, le bon, le méchant et le truand, on va avoir des bonnes bactéries, on va avoir des mauvaises bactéries, et l'idée est de pouvoir faire en sorte d'avoir finalement le plus de bonnes que de mauvaises pour nous aider à mieux résister ou être plus résilients à certaines pathologies. Donc ce microbiote, il va avoir des fonctions digestives, métaboliques, immunitaires, neurologiques, une diversité qui lui est propre de l'ordre de 160 espèces de bactéries par individu, 15 à 20 espèces qui vont être en charge de fonctions essentielles et qui vont participer en particulier à l'assimilation des nutriments, à la synthèse de vitamines, à l'absorption d'acides gras, de calcium, de magnésium, etc. En revanche, quand ce microbiote va être déséquilibré, c'est-à-dire que progressivement on va avoir de plus en plus de mauvaises bactéries arriver, on va développer des pathologies telles que des maladies neuropsychiatriques, de l'obésité, du diabète, des cancers, des maladies intestinales chroniques, telles que par exemple la maladie de Crohn. Toutes ces maladies-là, à l'heure actuelle, on s'aperçoit qu'elles ont un lien extrêmement fort avec un déséquilibre microbien. Donc ce déséquilibre microbien qui est aperçu ici, dans un individu normal, on a une diversité optimale de micro-organismes. En revanche, quand on commence à avoir une réduction de ces bonnes bactéries, la niche écologique devient alors propice à l'établissement de micro-organismes qui sont délétères, et donc on va avoir un enrichissement progressif en micro-organismes pathogènes, ce qui va conduire à un déséquilibre qu'on va appeler la dysbiose, qui elle-même va induire une maladie. Donc ces maladies, je les ai déjà citées tout à l'heure, vous voyez la diversité de ces désordres, tant au niveau de maladies neurologiques ou neurodégénératives, de pathologies de type diabète, respiratoire, cancer, etc. Et pour lutter contre ces pathologies, on développe, à l'heure actuelle, la médecine développe des traitements qui vont être à base de microbiote, ou en tout cas tournés vers le microbiote. On peut, par exemple, dans certaines pathologies, avoir recours à des prébiotiques ou des probiotiques. Prébiotiques, si on donne des aliments qui vont nourrir nos bonnes bactéries. Probiotiques, si on enrichit notre microbiote intestinal dans ces bonnes bactéries. On va avoir recours à différentes technologies, par exemple des thérapies à base de phages. Et de plus en plus, on voit arriver les transplantations de microbiote à l'aide de capsules qui vont contenir du microbiote fécal pour permettre de restaurer un microbiote fonctionnel chez les humains qui sont dysfonctionnels à ce niveau-là. Toute cette stratégie-là, on va en discuter justement après, on va voir le lien possible avec ce que l'on peut envisager chez le végétal.
Donc ça a conduit à la publication, vous voyez, en 2018, dans la revue Le Monde, à l'établissement d'un concept qui était déjà référencé en amont, d'holobionte. À savoir, finalement, on nous voit comme un organisme à part entière, un macro-organisme, mais on est une niche écologique pour un grand nombre de micro-organismes et on fonctionne de concert. C'est-à-dire que les micro-organismes ont un effet sur nous, au même titre que nos fonctions vont avoir un effet sur ces micro-organismes. Donc finalement, plutôt que d'être un macro-organisme, on est un méta-organisme, ce que l'on appelle un holobionte, du grec holos, qui signifie tout, et bios, qui référencie la vie. L'holobionte, c'est donc cette combinaison hôte associée à l'ensemble de ces micro-organismes pour un fonctionnement global. Alors, dans cette holobionte, vous le voyez, l'hôte est ici, que ce soit un homme ou une plante. Et puis, vous allez avoir tous les micro-organismes qui lui sont associés. Donc, l'hôte a son propre génome qui régule un certain nombre de fonctions. Et les micro-organismes ici vont avoir également des gènes. Et ces gènes vont avoir des répercussions plus ou moins fortes sur l'établissement du phénotype de la plante ou de l'homme. Donc on va avoir des micro-organismes ici en rouge qui vont affecter le phénotype de l'homme. Exemple, un micro-organisme qui va induire une pathologie, donc on va se retrouver malade, ça affecte notre phénotype, mais qui n'ont pas forcément coévolué avec nous. On va avoir des micro-organismes qui vont donner des pathologies émergentes, par exemple. On peut aussi avoir des micro-organismes qui, eux, auront coévolué avec l'hôte et qui vont aussi modifier le phénotype, par exemple, pour donner des améliorations de croissance d'un végétal, par exemple, ou améliorer notre qualité immunitaire, par exemple. Et puis enfin, on a les micro-organismes en gris ici qui sont neutres et donc qui occupent notre niche. Et ça, en soi, c'est déjà pas négligeable parce que occuper la niche, ça veut dire qu'elle est moins disponible pour des micro-organismes qui pourraient être, eux, délétères. Donc certes, ça n'affecte pas forcément le phénotype, mais en tout cas, ça occupe la niche pour la rendre moins disponible à d'autres. Ce que vous voyez par contre, c'est que les micro-organismes de l'environnement ne font pas partie de l'holobionte, puisque en soi, ils ne dialoguent pas directement avec l'hôte. Mais bien évidemment, ils vont avoir des fonctions clés environnementales qui vont impacter également le fonctionnement global. Alors, quand on veut décrire l'holobionte, comment on peut finalement le qualifier ? De manière très schématique, alors je suis désolée pour la qualité de l'image qui passe pas bien, de manière très schématique, le microbiome, c'est-à-dire l'ensemble du vivant et du génome, en fait, des génomes associés hôtes plus micro-organismes, on pourrait le voir tel un chef d'orchestre avec son orchestre, c'est-à-dire c'est ce qui va piloter l'ensemble d'une musique qui pourrait être donnée. Mais dans cet orchestre, évidemment, il y a des instruments individuels. Ce sont les microbes qui vont pouvoir, à eux seuls, nous dire qui est présent et qui pourra éventuellement remplir tel type de fonction. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, c'est justement ces fonctions. Qui est présent, c'est un recensement, mais ce qui est important, c'est les fonctions qu'ils remplissent. Donc la diversité est clé, mais l'important est la fonction qui va être remplie. Et donc cette fonction, par rapport à l'orchestre, c'est finalement quelle est la musique qui va être jouée. Est-ce qu'elle va être harmonique ? Est-ce qu'elle va être dysfonctionnelle ? Est-ce qu'elle est agréable à l'écoute ou pas ? Alors ça, c'est ce qu'on connaît chez l'homme. Mais le parallèle avec la plante, il est relativement évident. Si on regarde un végétal, bien évidemment, dans la nature, il va être également associé à des micro-organismes. Il est loin d'être stérile. Bien sûr, quand on regarde une vigne dans une parcelle, on se dit qu'elle ne vit pas toute seule. On voit évidemment d'autres ceps qui l'entourent. On peut voir de l'enherbement, par exemple, sur certaines parcelles, donc d'autres plantes qui ne sont pas les plantes cultivées, mais qui peuvent être des plantes de service.
On va voir des arbres éventuellement, si on est en agrovitiforesterie, etc. Mais le compartiment qu'on oublie beaucoup est le compartiment microbien. La plante, elle n'est pas stérile, elle va vivre avec un ensemble de micro-organismes qui peuvent être soit pathogènes, vous connaissez, mildiou, oïdium, pourriture grise, maladie du bois, pourridier. Donc dans les différents compartiments de la plante, on peut trouver effectivement des micro-organismes délétères. Mais on va aussi trouver parfois des micro-organismes qui ne sont pas forcément délétères pour la plante, mais qui vont être délétères par la suite, par exemple pour des processus fermentaires, avec une flore d'altération, si on parle des Brettanomyces par exemple, qui vont être une flore d'altération qui ne sont pour autant pas phytopathogènes pour le végétal. Et puis on va avoir une flore bénéfique. Les levures, bien sûr, les micro-organismes qui vont être responsables de la fermentation, alcoolique ou malolactique. Et puis, au niveau du sol, des micro-organismes qui vont être utiles au développement du végétal. Donc, on a cette diversité de micro-organismes qui va être importante également pour la santé du végétal ou pour les répercussions induites, en particulier sur la vinification. La plante vit donc associée à son microbiote pour structurer l'holobion de vigne. Mais nous, on a une difficulté aussi par rapport à ça, comparativement à l'homme, c'est qu'on a une structure végétale qui est greffée en plus d'être pérenne. Donc ça veut dire également que le microbiote qui peut être apporté par le porte-greffe doit s'associer aussi au microbiote qui va être apporté par le greffon. Et donc, on peut avoir également des interrogations sur la combinaison de ces microbiotes, sur les transmissions de l'un à l'autre, sur le dialogue qui va être établi, et puis également sur la sélection du matériel végétal dès le départ, tant pour le porte-greffe que pour le greffon, puisque jusque-là, en termes de sélection végétale, on voit plutôt la sélection du matériel végétal propre, c'est-à-dire du porte-greffe, de la variété de porte-greffe ou de la variété du greffon, mais pas forcément sur l'holobion de porte-greffe ou l'holobion de greffon. Donc ça, c'est certainement aussi des points de discussion qu'on pourra également avoir. Si on recontextualise, tout à l'heure pour l'immunité, pour la santé humaine, je vous ai dit que le microbiote intestinal, il était alimenté par notre alimentation. Dans le cadre du végétal, le microbiote endophytique du végétal, celui qui va structurer l'holobion de vigne, il est apporté finalement par le sol, puisque quand on regarde dans un sol, dans 1 gramme de sol, on va avoir 1 milliard de bactéries, 1 million de champignons et de protozoaires, donc on a une diversité extrêmement importante dans le sol. Ces micro-organismes vont rendre des services écosystémiques au sol, par exemple cycle de l'azote, minéralisation de la matière organique, mais vont être également une source de micro-organismes dont la plante va se servir pour assumer un certain nombre de fonctions. Comment elle va faire ça ? En général, le végétal va relarguer dans le sol des exudats racinaires, donc qui peuvent être des acides organiques, des mucilages, etc., qui vont modifier, qui vont attirer finalement et modifier la diversité microbienne au voisinage de la racine, pour ensuite, pour le végétal, pouvoir se laisser coloniser et derrière avoir une amélioration de certaines fonctions. Dans ces fonctions, les micro-organismes vont répondre à différentes catégories. La défense, le développement, la nutrition. Donc on peut avoir des micro-organismes qui vont être compétitifs avec des agents infectieux du sol ou des différents organes du végétal. Donc en étant sélectionnés par la plante, ils vont aider le végétal à répondre à une infection parasitaire. Ils peuvent aussi être en capacité, puisque la plante va les percevoir, elle a un système immunitaire inné qui est capable de percevoir les motifs moléculaires en fait, à la surface des microbes. Elle va être également capable d'induire une résistance dans les différents compartiments qui la structurent.
et donc de mieux répondre à des infections par des agents microbiens parasitaires. Et puis, ça peut conduire à des améliorations de développement, la structuration de certains tissus. Dans les racines, on sait que certaines zones vont être formées grâce à l'interaction avec certains micro-organismes. Ça peut permettre aussi d'améliorer la résistance ou la résilience à des contraintes abiotiques, en particulier à la contrainte hydrique. On a des champignons du sol, par exemple, qui vont pouvoir améliorer toute l'acquisition d'eau, des sels minéraux. Et on a des bactéries aussi qui, en se développant à la surface des végétaux, vont faire des biofilms qui ont la capacité de retenir l'eau au voisinage des racines. Donc on a des fonctions rendues qui vont aider le végétal à mieux répondre à des stress perçus au cours du cycle de vie. Et puis certains vont être à même de promouvoir la croissance tant des parties racinaires que des parties aériennes. À travers un rôle sur la nutrition, ils sont capables également, ces micro-organismes, de pouvoir améliorer la mobilisation, donc la biodisponibilité, la solubilisation ou la chélatation de certains nutriments qui vont du coup être plus accessibles pour le végétal et donc faciliter l'acquisition tant d'une partie hydrique que d'éléments minéraux. Tout ça va conduire à l'amélioration de la santé de la vigne dans son contexte environnemental et donc à une amélioration de la pérennité de la souche. Évidemment, ça va aussi conduire à des répercussions sur la production, la qualité du raisin, donc derrière la qualité des moûts et la qualité des vins. Certaines études rapportent d'ailleurs, et donc il y a des programmes de recherche qui vont dans ce sens, qu'en fonction de la diversité microbienne qu'il peut y avoir dans le sol, de la capacité du végétal à prélever par voie endophytique ou à la surface de ces organes certains micro-organismes. Évidemment, il va y avoir des micro-organismes qui vont vivre à la surface des baies. On aura également, parce que là on parle du microbiote de la plante, mais il y aura aussi un microbiote au chai. On voit de plus en plus l'impact de ce microbiote directement au chai et la complémentarité entre le microbiote de la plante et celui qu'on va retrouver en cave pour façonner finalement l'aromatique des vins. Alors nous, dans mon contexte de recherche, une des questions qu'on s'est posées par le parallèle qui peut être fait avec la santé humaine, c'est finalement est-ce que ce microbiote qui va vivre en lien avec la vigne peut conditionner la santé du végétal, son immunité et sa capacité de réponse à différents types de dépérissement. Donc Alain a parlé tout à l'heure du projet Holoviti, financé par le Plan national dépérissement du vignoble. C'est un projet de recherche que j'ai coporté avec Pierre-Emmanuel Courty, directeur de recherche à INRAE Dijon, et dans lequel, avec d'autres experts, on n'était pas que des Dijonnais, il y avait d'autres universités et d'autres centres techniques qui étaient également adossés. L'hypothèse que l'on a émise, c'est que quand on a un cep qui dépérit, son microbiote est déséquilibré et donc il est dans une situation de dysbiose, alors que quand on a un cep qui est d'apparence saine, puisqu'il est très difficile à l'heure actuelle de parler d'un cep sain, car quand on débite en fait les ceps, on s'aperçoit que souvent ils sont atteints, mais ils sont porteurs sains. En médecine, on a toujours du mal aussi à qualifier ce que c'est qu'un porteur sain. Là, c'est pareil, finalement, dans un cep d'apparence saine, ça ne veut pas dire qu'on a aucunement des souches qui sont pathogènes, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas d'expression des symptômes de maladie, quand bien même on ait certains micro-organismes pathogènes. On l'a vu pour le cas Covid. Certains d'entre nous étaient asymptomatiques alors qu'ils étaient porteurs du virus. Là, on a exactement les mêmes situations. On peut avoir donc des ceps qui ne sont porteurs de micro-organismes délétères, mais qui pourtant n'ont pas de symptomatologie de la maladie. Donc là, l'idée est de comprendre finalement dans le microbiote qu'est-ce qui pourrait différencier un cep d'apparence saine d'un cep dépérissant et est-ce qu'il y a bien une dysbiose qui peut être qualifiée d'en déterminer du coup des indicateurs fonctionnels qui pourraient nous permettre d'avoir un rôle prédictif. Quand on va chez le médecin, il va nous faire une prise de sang pour finalement savoir si tout va bien et éventuellement si on a une pathologie.
là, l'idée, c'est un peu pareil, c'est d'avoir des indicateurs, comme dans une prise de sang, où on pourrait se dire, là, on a une partie qui dysfonctionne, et dans les indicateurs donnés, on pourrait avoir des indicateurs du microbiote et du végétal qui nous permettraient d'avoir un regard un peu équilibré sur l'état de santé de la plante. Donc nous, on a travaillé pas mal en lien avec le château de Marsanais, que je remercie au passage, sur une parcelle qui avait une forte problématique de dépérissement, puisqu'elle avait le malheur de cumuler à la fois des problématiques de maladie du bois, des problématiques de virose, en particulier cournouée, mais pas que, et puis un dépérissement physiologique d'un porte-greffe, qui est le porte-greffe 161-49C, le tout dans la même parcelle. Donc nous, ça nous permettait d'avoir un terrain expérimental assez conséquent sur des dysfonctionnements pathologiques et physiologiques qui nous permettraient d'avoir des indicateurs de ce type de problématique. Donc vous voyez ici l'état de certaines vignes avec des symptômes donc, de maladie du bois, par exemple. En hiver, on voit apparaître aussi des champignons à la surface des ceps. Et donc on a travaillé en faisant des couples de ceps asymptomatiques et dépérissants côte à côte, pour essayer de pallier à des problématiques d'échantillonnage avec des contextes pédoclimatiques qui auraient pu être différents. Là, on avait vraiment des ceps voisins en parcelle. Et donc, l'idée était de retrouver un petit peu un certain nombre d'indicateurs, tels que je vous les ai décrits tout à l'heure pour la santé humaine, avec, puisqu'on parle de l'holobiont, des indicateurs tant du végétal que des micro-organismes. Donc, ça pouvait être des indicateurs histologiques à l'aide d'indicateurs liés à la microscopie, des indicateurs du coup moléculaires ou liés aux métabolites, et idem à l'échelle des micro-organismes pour avoir une sorte d'empreinte de la santé du végétal. On a réussi à avoir des indicateurs. Alors, ces indicateurs, ils sont compartiment dépendants, donc on l'a vu sur la santé humaine. Le microbiote intestinal n'est pas le même que le microbiote buccal, n'est pas le même que le microbiote pulmonaire, etc. Donc le fait d'avoir des indicateurs liés à un compartiment en soi n'est pas forcément une aberration. Et ça peut se comprendre puisque ces compartiments n'ont pas forcément les mêmes fonctions. Donc on a des indicateurs qui peuvent être tant liés aux végétaux qu'aux micro-organismes, qui sont compartiments dépendants, qui vont être millésimes dépendants. Ce n'est pas non plus une aberration. Dans le microbiote humain, on sait qu'en fonction du cours de notre vie, le microbiote va aussi évoluer. Et puis, on a aussi des indicateurs qui vont être dépérissement dépendants. Donc on a un parallèle avec la santé humaine et le microbiote humain qui est finalement assez cohérent. Le microbiote du végétal et l'holobiont, plus à même du végétal, il va être du coup modulé par différentes choses. Le compartiment, je viens de vous le dire, les caractéristiques du sol, puisque finalement les micro-organismes endophytiques se nourrissent de la biodiversité qu'il y a dans le sol, de la diversité génétique aussi, en fonction des porte-greffes et des greffons, il va y avoir une sélection des micro-organismes qui n'est pas forcément la même, d'une diversité intra-parcellaire, des conditions pédoclimatiques et aussi des techniques de management du parcellaire. Ça vous montre également que quand on a des indicateurs, derrière, il faut savoir qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'effectivement, on a plein de choses qui vont impacter sur ces derniers. Est-ce que ces indicateurs, ils sont valables quel que soit le fond génétique? Est-ce que ces indicateurs, ils sont stables quelle que soit la région pédoclimatique? Dans la santé humaine, ça fait 30 ans, plus de 30 ans qu'on travaille sur ces problématiques. Dans la santé du végétal, ça fait juste quelques petites années. On en est à environ une dizaine d'années sur ce concept de l'holobionte. Donc on n'avance pas du tout à la même vitesse et pas non plus avec les mêmes moyens. Donc ça veut dire que là, on a encore beaucoup de travail à faire sur
est-ce que ces indicateurs, ils sont pertinents, ils sont stables, ils sont robustes, et il faut encore trier une grande partie de ces derniers avant de pouvoir espérer les appliquer avec pertinence. Là où le jeu se complique également, c'est qu'on voit, bon, c'est déjà pas si simple, un organisme avec plein de micro-organismes à l'intérieur. Mais quand on regarde de plus près, grâce aux nouvelles techniques, un micro-organisme est aussi un holobionte. Alors du coup, ça se complique encore plus, parce qu'on est en train de se dire, quand on référencie, tiens, j'ai telle espèce microbienne qui est présente, oui, mais dans une espèce microbienne, on voit par exemple ici, dans un champignon, on va avoir des bactéries. Ah oui. Et ça va générer des isolats, finalement, des souches particulières avec un fonctionnement qui est propre. Donc, à quel niveau on doit regarder ? Est-ce que c'est au niveau de l'espèce ? Est-ce que c'est au niveau de l'isolat ? C'est normalement au niveau de l'isolat, puisque lui-même étant un holobionte, les micro-organismes qui le colonisent vont aussi réguler ses propres fonctions. Par exemple, chez des champignons mycorhiziens, il a été montré qu'en fonction des bactéries ou des bactéries ou des mycovirus, par exemple, qu'ils pouvaient contenir, le taux de phosphore qu'ils pouvaient transférer à la plante pouvait varier d'un facteur 7. Donc, ce n'est pas toujours négligeable. On est dans la même espèce, mais en fonction de deux isolats, ils ne vont pas avoir la même capacité à remplir certaines fonctions. Alors, tout ça, pour quels enjeux ? Finalement, étudier le microbiote de la vigne, pour quels enjeux on peut le voir ? Si on reprend le parallèle, microbiote humain, santé humaine, microbiote végétal et santé du végétal. Au niveau du microbiote intestinal, ici, vous voyez qu'on sait que certaines pratiques vont réguler négativement, en rouge, ou positivement, en vert, l'impact sur notre microbiote. Par exemple, si on se nourrit d'aliments ultra transformés, on va sélectionner un microbiote qui n'est pas satisfaisant en termes de fonctionnement optimisé de notre immunité. En revanche, si on a une alimentation qui est riche en fibres, en oméga 3 ou en probiotiques, on va privilégier des micro-organismes qui vont du coup nous aider dans notre réponse immunitaire et dans notre fonctionnement global. Il en va de même pour nos modes de vie, entre l'usage de médicaments ou d'antibiotiques qui ont des effets néfastes sur les micro-organismes, y compris bénéfiques, qui vivent dans notre microbiote intestinal et qui le structurent, alors qu'avoir une activité physique, un sommeil opérationnel ou en tout cas réparateur et une bonne gestion du stress améliore qualitativement la composition du microbiote et les fonctions remplies. Chez la plante, on peut voir le parallèle avec le microbiote rhizosphérique, c'est-à-dire celui qui vient du sol, qui va être prélevé par les racines et qui va structurer le microbiote de la plante. Utiliser certains pesticides de synthèse en particulier, avec parfois des répercussions, y compris sur les micro-organismes bénéfiques, qui vont pouvoir du coup être retenus à l'échelle du sol, va avoir un effet néfaste sur la structuration de l'holobionte vigne. Au même titre que parfois le travail du sol ou l'excès d'engrais peut avoir un effet néfaste. Pourquoi le travail du sol peut avoir un effet néfaste ? Parce que, par exemple, on constate que des ceps entre eux vont pouvoir dialoguer par des réseaux diffs qui vont les connecter. Ces réseaux diffs, quand ils se mettent en place et qui connectent des plantes voisines, vont participer au dialogue entre plantes. Et si on fait un travail du sol qui déstructure ce réseau, on limite considérablement la communication possible entre plantes et donc la manière dont chacune peut gérer du coup ses réponses, y compris à l'échelle de sa santé. Et puis, en revanche, avoir des pratiques qui utilisent la diversité des cultures, la couverture permanente du sol, va privilégier justement un enrichissement des micro-organismes du sol et donc la possibilité pour la plante de pouvoir prélever des micro-organismes utiles à son fonctionnement. Donc, parmi ces enjeux, ce que l'on peut voir, c'est que dans un premier temps, travailler sur le microbiote, le comprendre et envisager
pouvoir restaurer une certaine fonctionnalité du microbiote, peut améliorer la santé de la vigne et la qualité de l'environnement, notamment parce que ça nous permettrait d'avoir moins recours aux intrants phytosanitaires de synthèse, ainsi que des fertilisants de synthèse. Donc diminuer les indices de fréquence de traitement à la parcelle et du coup avoir une meilleure gestion des équilibres en termes de biodiversité et des services écosystémiques qui pourraient être rendus à la culture, tant par une gestion du microbiote du sol qu'une gestion du microbiote de la plante. Donc dans ce cadre-là, on reparlera éventuellement du développement des produits, par exemple, de biocontrôle à base de micro-organismes. Par rapport à ces produits de biocontrôle, soit, si vous vous souvenez, entre les interactions neutres ou mutualistes, certains endophytes qui peuvent avoir des interactions relativement neutres pour le végétal, neutres sur le végétal, mais pas forcément neutres sur d'autres micro-organismes. Donc en fait, il y a non seulement un dialogue entre le micro-organisme et le végétal, mais il y a aussi un dialogue entre les micro-organismes qui structurent le microbiote du végétal. Un micro-organisme neutre sur le végétal peut avoir, ceci étant, des actions sur d'autres parties du microbiote, et en particulier sur des microbiotes délétères. Donc travailler sur ces micro-organismes neutres pour la plante a aussi du sens, puisqu'on peut avoir affaire à des endophytes qui vont occuper la niche écologique et qui vont avoir d'autres fonctions pour lutter à travers, par exemple, la sécrétion de composés sur des micro-organismes qui, eux, pourraient être délétères. Travailler sur les micro-organismes bénéfiques comme agents de biocontrôle, c'est par exemple ce qui peut se faire avec la mycorhize ou les champignons mycorhiziens. Donc, les vignes ont la capacité d'être endomycorhizées, c'est-à-dire occupées par des champignons du sol qui vont interagir en symbiose mutualiste avec eux, c'est-à-dire avec des échanges bénéfiques réciproques. Donc on sait que les végétaux sont capables à 80% des plantes vasculaires sont capables d'interagir avec les champignons mycorhiziens pour faire cette symbiose mycorhizienne à bénéfice réciproque. Et parmi les bénéfices qui sont reconnus par la mycorhization, on va avoir notamment l'amélioration de la gestion de la contrainte hydrique, mais pour la partie biocontrôle, on peut avoir aussi la stimulation des défenses dans les parties souterraines, puis une stimulation des défenses qui peut remonter jusqu'aux parties aériennes. Donc tout ça permet de mieux appréhender finalement la transition agroécologique dans laquelle on est pour passer d'une gestion qui à l'heure actuelle est relativement conventionnelle, même si on voit beaucoup de pistes d'amélioration faites par les agriculteurs et les viticulteurs, vers une gestion plus durable du vignoble qui permettra de garantir tant la productivité et la qualité des produits. Ça, c'est quand même la condition sine qua non. C'est pas évidemment passer au tout microbiote ou biocontrôle sans garantir quand même la qualité des produits et la durabilité économique des exploitations. Mais ça passe par préserver la qualité des sols et de l'eau avec la réduction des intrants de synthèse, par préserver et valoriser la biodiversité du sol à l'échelle du végétal. Ça, c'est quand même une composante clé. En règle générale, on sait que dans un écosystème, quand on a une biodiversité qui est plus importante, on a un nombre de services écosystémiques remplis qui peut être aussi plus important. Et puis, il nous reste aussi à produire des indicateurs microbiologiques de bon fonctionnement de l'holobionte, en particulier de la vigne, pour aider au pilotage de ce microbiote en conditions de production. Du coup, quand on regarde les autres fonctions, ou en tout cas les autres enjeux dans lequel s'inscrit cette thématique microbiote, c'est aussi une vision globale et intégrative de la production dans ce fameux One Health dont vous avez dû entendre parler, c'est-à-dire une santé globale où chacun a sa part active,
l'homme est évidemment ici, mais on interagit avec les animaux, avec la nature, on se nourrit aussi d'une fraction animale et végétale. Et tout ça collabore pour une santé unique, c'est-à-dire que la santé de l'environnement passe aussi vers la santé humaine, à travers les pesticides qu'on peut rencontrer, à travers aussi l'alimentation qu'on peut avoir. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il est important d'avoir en tête dans ce cadre-là, puisque toutes ces relations entre la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes, fait ce lien entre l'écologie fonctionnelle dans le parcellaire et puis la médecine humaine et vétérinaire, telle qu'on l'a vu, en tout cas pour la partie humaine, dans la première partie de l'exposé. Donc ça a pour vocation aussi d'allier santé humaine, animale et environnementale pour limiter les risques de pandémie à l'échelle globale. Et puis, tout ça s'inscrit aussi dans cette notion finalement d'exposome. On voit que dans notre santé humaine arrive, que ce soit pour l'homme mais pour les cultures également, cette notion de lien avec ce à quoi on est confronté au cours de notre vie. Toutes les expositions auxquelles on va être soumis vont avoir des répercussions sur notre santé. C'est la même chose aussi pour le végétal, au cours, surtout pour une plante pérenne, qui a quand même une durée de vie assez longue. Au cours du coup de l'existence de la plante, ce à quoi elle va être soumise, les traitements phytosanitaires, les traitements type engrais, la manière dont elle va être gérée à la parcelle, tout ça est un cadre d'exposition qui vont avoir des répercussions sur la structuration de son holobionte et donc sur son fonctionnement global. Évidemment, je ne saurais clore l'exposé sans parler également des répercussions qu'il va y avoir sur la qualité de la vendange. On n'oublie pas non plus la phase clé dans la production qui va être la qualité du raisin dans un premier temps et puis évidemment derrière du vin. Vous voyez que certaines études ici vont montrer qu'en fonction de la cohorte de micro-organismes qui peut être présent à l'échelle de la vendange, on va avoir des répercussions sur les métabolites produits par la plante et notamment sur la qualité ici aromatique de la vendange avec certains précurseurs aromatiques qui vont être modifiés en fonction des populations microbiennes qui sont associées du coup aux baies. Donc moi je vous remercie de votre attention. J'espère surtout qu'on va pouvoir échanger par rapport à cette thématique. Et donc, merci d'avoir été présent et à disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Sophie, pour cette conférence passionnante. On a un micro là, voilà, qui va pouvoir circuler. Vous voyez, c'est ce carré orange. Alors n'ayez crainte, il est en mousse, donc on peut se le lancer en fait, comme dans une équipe de rugby de part et d'autre de l'amphi. Et puis moi, j'ai aussi en fait sur ma tablette là des questions qui viennent des personnes qui sont en ligne. Et donc voilà. N'hésitez pas à lever le doigt et pour lancer en fait les questions, j'en prends une en ligne. Alors une question peut-être polémique. Pensez-vous que le cuivre est neutre sur le microbiote, notamment je pense au microbiote, peut-être aussi à la fois en fait aérien et le microbiote du sol aussi. Alors le cuivre en soi n'est pas neutre sur les micro-organismes, on le sait depuis longtemps. Si dans les hôpitaux, au tout départ, il y avait des poignées de porte qui étaient en cuivre, c'était aussi pour limiter le fait de pouvoir introduire dans les chambres des personnes hospitalisées du microbiote qui pouvait être pathologique. Donc le cuivre a effectivement un effet biocide assez large. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas pris dans les solutions de biocontrôle. Le soufre est une solution de biocontrôle, pas le cuivre. Donc on sait qu'il peut avoir des effets délétères
sur certaines populations. Il y a des populations, par contre, microbiennes qui s'y adaptent très bien. Donc après, tout dépend de savoir si parmi les populations qui s'y adaptent, les différentes fonctions écosystémiques qui vont être remplies par ces micro-organismes sont suffisantes pour la pérennité de la culture, ou si elles deviennent altérées, dysfonctionnelles, et du coup que ça a un impact néfaste sur la culture. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que le cuivre, du coup, se lie bien avec les particules de sol, donc il est accumulé dans les premiers horizons de sol, et ces premiers horizons de sol sont les horizons qui sont les plus riches en micro-organismes. Donc on a des études. Alors les études scientifiques sont parfois un peu contradictoires parce que tout dépend de ce qui est regardé aussi au niveau des micro-organismes. Beaucoup ont pu faire des études parfois sur des micro-organismes cultivables. On sait qu'on n'a que 1% des bactéries du sol, par exemple, qui sont cultivables. Donc quand on a des études qui sont beaucoup plus larges, on voit aussi les répercussions que ça peut avoir derrière. Donc, il y a la répercussion sur la diversité. On n'a pas de répercussion de mortalité à proprement parler. On ne peut pas dire qu'un sol est mort de par l'usage du cuivre. Ça, c'est pas vrai. Donc, effectivement, le sol reste vivant dans le sens où il y a des micro-organismes. Maintenant, c'est le fonctionnement de ces micro-organismes, les fonctions rendues par ces micro-organismes. On peut avoir parfois des dysfonctionnements associés à l'usage cumulé, en tout cas, du cuivre. Très bien, merci. Une question peut-être dans l'amphi. Alors moi, j'en avais encore une autre. Je pouvais continuer avec celles qui sont en ligne. N'hésitez pas, en fait, voilà, dans l'amphi. Il y en avait une qui parlait en fait du microbiote foliaire et de notre capacité à intervenir éventuellement pour le modifier. Parce que oui. Le parallèle avec le microbiote humain est intéressant. On a des stratégies aujourd'hui, même si elles sont parfois encore un peu lourdes. On ne fait pas de la transplantation fécale tous les jours. Non. Voilà. Mais la question, c'est est-ce qu'on a des exemples d'intervention sur le Alors, on a des exemples d'intervention parce qu'il y a des voilà. solutions de biocontrôle qui existent à base de micro-organismes, par exemple de Bacillus thuringiensis, qui est utilisé pour lutter contre différentes pathologies. Donc, on a des micro-organismes utilisés dans le biocontrôle. Par contre, souvent, la problématique qu'il peut y avoir dans ce cadre-là, c'est l'appliquer de manière pertinente, qu'ils soient en capacité de s'implanter. Ces micro-organismes-là sont souvent des micro-organismes qui ont été issus d'isolement de micro-organismes du sol. Ce qui veut dire que quand on les applique sur les feuilles, bien souvent, ce n'est pas leur niche écologique native. Et donc, quand on prend des micro-organismes du sol et qu'on les utilise sur des feuilles, ce sont des micro-organismes qui vont être soumis aux UV, à des températures qu'ils n'ont pas l'habitude de rencontrer. Et donc là, on peut avoir parfois une implantation qui ne soit pas toujours facilitée. Et là où le travail nécessite encore recherche, c'est que finalement, dans les micro-organismes qui sont à l'heure actuelle utilisés, ce sont des micro-organismes qui ont été décrits à partir d'isolement du sol il y a déjà des dizaines d'années. Et finalement, on n'a pas forcément d'innovation réelle en la matière, avec une diversité de micro-organismes qui pourraient être du coup intéressantes, voire des cohortes de micro-organismes qui pourraient être intéressants. Quand on s'adresse à des micro-organismes, ce qui est compliqué du coup de pouvoir anticiper, c'est finalement comment ils vont s'implanter, mais le fait de ne pas forcément modifier de manière néfaste le microbiote existant. Alors si le microbiote est déjà dysfonctionnel, ça peut avoir un intérêt d'enrichir dans des fractions microbiennes d'intérêt qui vont remplir le service que l'on attend. Mais pour autant, il ne faut pas déséquilibrer encore plus le microbiote présent. Donc, on peut faire le parallèle avec les probiotiques aussi. Tout à fait. Chez l'homme. Tout à fait. Voilà. Les probiotiques, parfois, on en prend et ils ne s'implantent pas. Voilà. On a aussi ces mêmes types de problématiques. Là, on est exactement dans les mêmes types de confrontations.
Très bien, merci. Ah, il y a une question là. De l'autre côté de l'amphi, ou alors là, voilà. Alors, juste avant de poser la question, n'hésitez pas à parler bien en face. Donc, c'est très léger, hein, mais faites aussi attention aux caméras. Monsieur, je vais essayer de vous envoyer, vous faire une passe. Vous pouvez le... Bravo. Un relais. Alors. Ouais, bravo. Voilà. On n'est pas à Toulouse, mais on sait jouer au rugby aussi. Allez-y. À sa chambre, sa chambre. Ouais, attention. Ouais. Le sujet prégnant que nous vivons depuis quelques années, c'est le mildiou. Et la question, c'est quelles sont les avancées et l'alternative au cuivre sur ce principe de microbiologie des sols ou du microbiote de la vigne pour éviter... Alors, sur ce microbiote de la vigne, vous êtes bien placé aussi en étant à Bordeaux là-dessus. Pour la partie mildiou, il y a tout un... Alors, ça a déjà commencé il y a quelques années. Hein. Ici, l'UMR SAV de l'INRAE Bordeaux travaille aussi sur ces problématiques. Et là, Corinne Vacher va être porteur d'un projet de recherche qui va travailler sur l'identification du microbiote, du coup, dans le cadre des problématiques mildiou. Donc on collabore sur ces approches-là. Dans ce cadre-là, l'idée est de pouvoir identifier et caractériser des microbiotes dans différents contextes pédoclimatiques pour que ce soit aussi générique en fonction de différentes régions. Donc là, Corinne avait déjà commencé dans la région de Bordeaux à faire ce travail-là. De pouvoir identifier des parcelles qui sont plus ou moins sensibles au mildiou, et en fonction des niveaux de sensibilité, voir les répercussions sur le microbiote, identifier des populations du coup qui seraient corrélées à la moindre sensibilité au mildiou, envisager de pouvoir en faire des solutions de biocontrôle, et puis également identifier du microbiote qui serait plus à l'échelle du sol et qui pourrait faciliter la dégradation en particulier des formes sexuées du mildiou, qui vont être la forme d'inoculum primaire pour la partie mildiou. Et donc, dans ce cadre-là, avoir un microbiote qui pourrait détruire la forme sexuée, qui est la forme de conservation, pourrait également être une solution à apporter dans ce contexte. Je ne sais pas si ça répond pleinement à votre question. En tout cas, c'est sur les pistes à l'heure actuelle de recherche côté microbiote, sur les alternatives pour les produits phytosanitaires. Il y a des solutions de biocontrôle, mais dès qu'on parle biocontrôle, et le microbiote sera dans ce cas-là aussi, il faut bien comprendre qu'on est sur un changement de paradigme total, dans le sens où jusque-là, on a des produits phytosanitaires qui sont faits pour éradiquer la maladie. Dès qu'on parle de biocontrôle, on n'est plus dans de l'éradication, mais on est dans de la gestion des équilibres. Et donc, du coup, on est dans du vivre avec, mais du vivre avec qui reste tenable économiquement et qualitativement parlant. Très bien. Je ne sais pas s'il y avait une question ici. Il faut retraverser en fait l'amphi dans l'autre sens. Pendant le lancement, moi j'avais une question en ligne sur Bacillus thuringiensis que tu as mentionné, qui est utilisé en biocontrôle, oui. Et sur sa persistance en fait dans le sol. Est-ce que il y a un risque de persistance, de nocivité, de persistance de Bacillus? Alors, en termes de nocivité, j'avoue que je n'ai pas forcément de travaux scientifiques qui pourraient m'aider à relater, enfin là en tête, tout de suite, à relater, enfin ou en tout cas à pouvoir répondre avec pertinence à la question. En tout cas, c'est une bactérie qui avait été isolée du sol, donc elle était présente à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai risque sur des communautés microbienne du sol en étant persistante, j'aurais tendance
à dire non, mais sans conviction scientifique étayée par de la donnée. Publié, d'accord. Voilà, donc ce serait quand même à vérifier. Peut-être il y a possiblement des études, mais simplement je ne les ai pas en tête. Très bien. Une question là ? Oui, je voulais savoir, dans le cadre du changement climatique, est-ce que vous avez observé des évolutions de microbiote ? Alors, dans le cadre du changement climatique, oui, il y a des évolutions de microbiote. Il y a des travaux de recherche qui sont faits effectivement en ce sens-là. Bon, déjà, on voit effectivement un changement de microbiote au cours du cycle végétatif de la plante. Hein, donc, le climat aussi joue là-dedans. C'est relaté pour différentes études. On a des collègues aussi en Espagne, en Italie, aux États-Unis qui travaillent aussi sur ces approches-là et qui le montrent également. Certains travaux actuellement vont aussi dans le sens d'essayer de décortiquer justement sur des climats, par exemple arides, et les vignes qui poussent sur ces climats-là, de pouvoir caractériser le microbiote et voir s'il serait possible, en envisageant une sorte de transplantation de microbiote sur des variétés plus sensibles et dans nos climats tempérés, si ça pourrait faciliter une adaptation en particulier à des contraintes hydriques. Et dans ce cas-là, c'est dans le cas d'implantation d'autres cépages provenant d'autres régions du monde. Alors là, les microbiotes sont identifiés dans différents types de cépages. Quand je parle des études de caractérisation de ces microbiotes-là. Donc les études vont jusqu'à vérifier l'implantation sur des cépages voilà, éventuellement plus classiques de nos régions. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore le recul nécessaire pour savoir si c'est une stratégie qui sera viable, pertinente, ou si, à contrario, le microbiote environnemental de nos parcelles, de toute façon, prendra le dessus et qu'il n'y aura pas une durabilité de ce qui a pu être apporté. Très bien, merci. Alors j'avais une question également sur... on a parlé, tu as parlé rapidement aussi de la réponse immunitaire de la plante. Et toujours en fait, en poursuivant le parallèle avec l'homme, sur l'homme, en fait, on a appris pendant l'épidémie de Covid qu'on pouvait caractériser des réponses immunitaires. Comment on caractérise donc une réponse immunitaire chez la plante ? Alors, chez le végétal, il y a plusieurs types de réponses. Alors, bon, d'abord, il faut savoir qu'une plante est capable de percevoir un micro-organisme. Donc, à la surface des micro-organismes, il y a des motifs moléculaires pour lesquels le végétal a développé des récepteurs qui lui permettent du coup de voir si, de reconnaître en tout cas le micro-organisme auquel elle est confrontée, de savoir notamment si ça va être un micro-organisme pathogène ou bénéfique, et d'adapter ses réponses. Dans ces réponses de défense, il y a d'abord des réponses de signalisation que l'on peut voir, des modifications de flux ioniques, des modifications du coup transcriptionnelles par exemple, et puis ça va ensuite se traduire par des modifications de métabolites. Donc on va avoir des métabolites de défense, des composés phénoliques par exemple qui vont être induits. Ça va ensuite se traduire par des répercussions structurelles. Donc on va avoir par exemple la mise en place de renforcement de parois cellulaires pour éviter que le micro-organisme pénètre et aille se nourrir finalement de la cellule. Très bien, merci. Il y avait une question là, oui. Bonsoir. Oui, salut. Quand vous faites vos études sur les interactions entre le microbiote du sol et la plante, quand vous dites sol, c'est le sol qui est en contact avec la racine, qui est à des centimètres, des dizaines de centimètres. Pour la plante, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle la rhizosphère, c'est-à-dire le volume de sol qui est sous l'influence de la racine. Donc, au départ de mon exposé sur la partie végétale, je vous ai dit que la racine allait exuder un certain nombre de composés. Et donc, ces composés vont diffuser, mais à quelques millimètres en fait de la racine. Et donc, c'est dans ce volume de sol-là qu'on a les répercussions les plus grandes sur le microbiote utile
au végétal. Maintenant, il y a du microbiote aussi qui sera utile au végétal, mais de façon détournée. Le microbiote du sol, qui n'est pas forcément le sol rhizosphérique, mais à plus longue distance, lui va être utile, par exemple, sur la minéralisation de la matière organique. Et en ce sens-là, en minéralisant la matière organique et en donnant à la plante des nutriments plus facilement, ça aura un rôle, mais de manière détournée. C'est-à-dire que c'est une fonction écosystémique du sol, mais qui va se traduire par une répercussion sur le végétal, sans qu'il y ait eu une interaction étroite entre le micro-organisme et la plante. Donc nous, dans nos études, on est plutôt sur la partie rhizosphérique, mais quand on va dans des parcelles, arriver à avoir la rhizosphère, ça devient très compliqué. Donc on est surtout sur du volume du sol qui est le plus proche possible des racines, mais qui n'est pas forcément la partie la plus adhérente à la racine, parce que quand on enlève la racine, bien souvent on a du mal à avoir, ou en tout cas si on en récolte, on en récolte très très peu. Très bien, merci. Une autre question, juste au-dessus, un petit peu au-dessus de vous, là, voilà. Allez-y. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Donc, j'avais une question sur les solutions de biocontrôle. Est-ce que, à votre connaissance, des bactériophages sont envisagés et quelles seraient les possibles limitations ? Alors, il y a des bactériophages qui sont utilisés en biocontrôle contre des bactéries phytopathogènes. Donc, dans ce sens-là, c'est des stratégies qui peuvent être effectivement utiles. Nous, on ne les utilise pas en viticulture, mais il y a des stratégies qui sont développées dans ce sens-là. Les bactériophages, en règle générale, ils sont relativement spécifiques des bactéries qu'ils vont liser. Donc, si le côté négatif que vous envisagiez était éventuellement une répercussion longue échelle ou grande échelle sur d'autres types de bactéries, normalement, ce n'est pas tellement envisagé dans ce cadre-là. Le plus dur, finalement, c'est quand même de trouver des phages qui s'adressent aux bactéries phytopathogènes qui peuvent être d'importance pour certaines cultures. Voilà, l'inconvénient souvent des bactériophages, c'est leur ultra-spécificité. Oui, voilà. Y compris au sein d'une même espèce, c'est ça. On peut avoir mais du coup, une partie seulement de l'espèce ouais. qui va être concernée. Il y avait une question au-dessus. Oui, bonsoir. Ça serait une question par rapport en ce moment, on voit beaucoup de solutions de mycorhizes qui arrivent dans les vignobles. Et est-ce qu'on peut craindre, en ajoutant donc ce sont des solutions qui vendent une spécificité assez faible finalement, avec une peu de diversité, est-ce qu'on peut craindre, en ajoutant en grande quantité une spécificité faible de micro-organismes, une colonisation néfaste, ou du moins on inhiberait nos bactéries indigènes? Alors, ce que l'on voit classiquement avec la mycorhisation, dans les inoculums qui sont généralement commercialisés, vous avez quelques espèces ou souches qui sont vendues. En règle générale, on monte jusqu'à 4 éventuellement, mais pas plus. Ces souches, elles peuvent avoir l'avantage d'avoir généralement été caractérisées en laboratoire. Donc, c'est-à-dire que pour ces souches, on est en capacité de savoir quelle fonction elles vont rendre. Quand on regarde la diversité qu'il y a dans un sol, on ne sait pas forcément, par rapport aux isolats, vous avez vu, j'ai dit, finalement, on a un holobionte dans ce type de champignons. Et donc, quand on a des isolats natifs, on ne sait pas forcément les fonctions qu'ils vont remplir, si ce n'est que c'est les fonctions qu'on le voit dans l'écosystème parcellaire. Donc, les souches produites dans les inoculums sont généralement caractérisées scientifiquement parlant. On en connaît les fonctions. Et souvent, ce que l'on observe, c'est qu'on peut avoir différents types de souches. On a celles qui vont relativement bien s'implanter, mais parce qu'on a aussi une diversité naturelle dans ces souches-là qui est relativement importante dans les parcellaires. Et puis, on en a d'autres qui sont beaucoup plus délicates, ou en tout cas qui vont moins persister dans l'environnement.
Celles-ci, quelque part, on peut se dire que ce n'est pas si gênant que ça si, au moment où on les a apportées, elles ont rendu leur service. Je m'explique. On est sur un renouvellement de plantation. On va donc avoir un plantier à faire. Et à ce moment-là, on veut impérativement faciliter la rencontre entre le système racinaire du jeune plant et les champignons mycorhiziens pour, en particulier, améliorer leur résistance ou résilience à la contrainte hydrique. Alors, on sait que ce n'est pas ça qui va forcément les sauver d'un manque d'eau, mais en tout cas, ça va améliorer leur adaptation et leur robustesse. Du coup, on leur donne leur chance de rencontrer rapidement cette souche-là qui a été caractérisée pour avoir cet effet. Par contre, cette souche, elle ne va pas perdurer dans le temps, mais elle aura rendu son service au moment où le plomb était peut-être fragilisé et en avait besoin parce que justement un système racinaire développé en surface, jeune, et donc là où la contrainte hydrique peut être la plus problématique. Donc ça dépend de... Très bien, merci. Une autre question à nouveau de ce côté-là, donc il faut traverser complètement l'amphi. Voilà. Hop. Attention, c'est reparti. Oui, bravo. On vous écoute. On parle souvent de dégénérescence de la vigne. Dépérissement. Dégénérescence, elle est souvent virale. Dépérissement un peu plus global, mais oui. Alors, il y a sûrement beaucoup de raisons. J'en citerai deux. La première, c'est possiblement la greffe. Deuxièmement, c'est le clonage. À ce titre-là, est-ce que vous avez des études ou est-ce qu'il y a des recherches sur un comparatif de microbiote entre, doutez de la question, entre des vignes franches de pied et donc des vignes clonées? Alors, parce que les vignes franches de pied peuvent être clonées aussi. Hein. J'appellerais ça de la sélection massale, oui. Donc, entre la massale ou la clonale, pour le greffon, c'est ça la question? La question, c'est vraiment le microbiote entre des vignes qui sont greffées, avec deux individus différents, oui, je comprends. Et une bouture, une sélection massale qui est une bouture, mais franche de pied. Alors, c'est des questions qu'on a souhaité adresser dans des projets de recherche, mais qui jusque-là n'ont pas été financés. Il y a d'autres équipes qui aussi travaillent là-dessus. Donc, ce sont des questions qui sont effectivement abordées, mais elles sont souvent plus larges que ça. À l'heure actuelle, du côté de Rennes, en lien avec d'ailleurs une équipe de Bordeaux qui travaille aussi sur les mycovirus, il y a un travail de thèse qui est fait sur la comparaison plutôt clonale-massale sur le greffon. Donc là, le travail est en cours et les résultats ne sont pas encore donnés. Pour la partie greffage, il y a eu des travaux de fait par des collègues de Rennes sur plutôt la transmission porte-greffe-greffon entre transmission du coup de microbiote du porte-greffe au greffon ou du greffon au porte-greffe. Donc là, on voit des choses, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de comparatif avec données scientifiques publiées sur vigne franche de pied et greffé soudé dans un même contexte pédoclimatique. Parce que le problème, il est là. C'est que si on n'est pas dans la même parcelle, en fait, tout ce que l'on voit, c'est que le microbiote, il va dépendre aussi des parcelles. Alors, il y a quand même des études qui montrent que dans les effets terroirs qui sont rapportés dans les vins, il y a quand même un fort lien avec la composante microbienne rhizosphérique. Mais il n'empêche que si on ne compare pas ça dans une même parcelle, on sait très bien que les microbiotes vont être différents d'une parcelle à l'autre. Donc, il faut avoir un dispositif expérimental qui le permette, et ce n'est pas aisé à trouver. Très bien. Peut-être une autre question. Oui, voilà, un peu plus loin. Monsieur, allez-y. Est-ce que vous avez fait des comparatifs entre des microbiotes qualitatifs, enfin comparer des microbiotes au niveau de leur qualité sur des sols cultivés en agriculture conventionnelle
en agriculture biologique simple ou en agriculture biodynamique? Alors ça, il y a des travaux de Lionel Rangeard, de l'UMR Agroécologie de Dijon, qui effectivement montrent que pour le microbiote du sol, donc moi vous avez compris, c'est pas forcément ma compétence ou mon expertise, je suis plutôt sur le microbiote associé au végétal, mais en tout cas pour le microbiote du sol, les travaux de Lionel Rangeard montrent que dans des systèmes qui sont d'agriculture biologique ou en biodynamie, on a des réseaux de co-occurrence qui sont bien plus importants, donc des dialogues de micro-organisme à micro-organisme du sol, donc avec des fonctionnalités présumées qui sont plus importants dans ces systèmes-là que dans des parcelles conventionnelles où on a un appauvrissement de ces réseaux, sachant que ça reste des réseaux prédictifs, c'est statistique, mais en tout cas, le fait de trouver en combinaison ces micro-organismes-là est plus fréquent. Donc on aurait des réseaux de co-occurrence plus importants en fait, sur des systèmes culturaux type AB ou biodynamique que sur une agriculture conventionnelle. Et donc c'est pas forcément une diminution en fait forcément du nombre de micro-organismes, c'est un appauvrissement des interactions en tout cas, potentielles entre de leur présence à un même temps. Enfin, voilà. Bon, après, c'est toujours difficile à remettre en perspective parce que c'est des travaux qui, en règle générale, se font sur l'ADN des micro-organismes. Donc, on sait que l'ADN peut être persistant. Donc, quand on parle de co-occurrence, on n'est pas vraiment sûr. En tout cas, ils ont partagé la même niche à un moment donné. Voilà. Et donc, il y a plus, du coup, de présence simultanée dans une niche de différents micro-organismes dans un sol issu d'une agriculture biologique ou biodynamique que conventionnelle. Voilà. C'est ce que ces travaux, en tout cas, rapportent. Mais je vous invite à les consulter, du coup. Voilà. On avait d'ailleurs, en fait, une collègue de Lionel Rangeard qui était venue présenter une partie de ses travaux dans les Vendanges du Savoir. Son nom m'échappe, mais il faudra que je ne sais pas si tu te rappelles, Eric. Je ne me rappelle pas. C'était pas Battle Karimi, peut-être, non? Non. Qui a fait sa thèse Voilà, ça m'échappe. Mais en tout cas, dans les conférences en ligne, vous devriez pouvoir retrouver en fait une conférence sur le microbiote du sol. Oui, ça grouille sous la vigne était le titre de la conférence. Voilà, on me souffle ça. Voilà. Et on avait une partie des résultats produits par l'équipe de Lionel Rangeard. Voilà. Lionel Rangeard aussi a fait plusieurs conférences qui se retrouvent aussi en ligne et on a des résultats très, très solides là-dessus. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Sinon, on va remercier à nouveau Sophie. Merci beaucoup. À vous. Et puis, de l'invitation et de l'écoute. Voilà, très bien. Et derrière moi, donc, encore une fois, merci d'être venus si nombreux. On est ravis. Et puis, vous voyez, les prochaines conférences, vous pouvez les trouver sur les sites, bien sûr, de la Cité du Vin et des Vendanges du Savoir. Merci beaucoup. Bonne soirée.